bio dédié donc à la thématique générale de la qualité de l'huile de tournesol, comment on la caractérise, qu'est-ce que l'on met derrière ce terme, quels sont les besoins du marché, voilà, vis-à-vis de ce critère. Pour vous préciser, voilà, qui est derrière l'écran, puisque là, je ne vous vois pas et vous ne me voyez pas non plus. Donc, nous sommes trois présentateurs. Donc, moi-même, Cécile Le Gall, donc je travaille à Terrinovia, je suis responsable du programme d'Action Bio. Donc, Charlotte Canal, donc, qui travaille à l'interprofession à Terre Univia, cette fois-ci, donc, qui s'intéresse à tout ce qui est marché, notamment mise en marché des oléoprotéagineux biologiques, pardon, donc qui est basé à Paris. Et Patrick Carré, je dirais le sudiste de l'équipe, donc qui est notre ingénieur procédé, donc qui travaille notamment sur tout ce qui est procédé de transformation de la graine en huile et en tourteau, et qui a aussi une expérience dans tout ce qui est raffinage des huiles et les process voilà, qui conduisent. Et en back-office, c'est qui se sont chargés de l'organisation. Donc, nous avons Véronique Cartier et Audrey Maurice, que je remercie tout particulièrement parce que sans elle, eh ben, cet événement n'aurait pas eu lieu, tout simplement. Alors, pour introduire cette vaste session, vaste, j'allais dire, notamment sur tout ce qu'elle peut recouvrir, quelques mots d'introduction. Quand on parle de qualité, et notamment de qualité des huiles, qu'est-ce que l'on va mettre en fait, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Alors souvent, la première des choses, c'est que l'on pense en fait à la teneur en huile, voire teneur en protéines, parce que maintenant c'est un critère qui commence à devenir de plus en plus montant. Mais ce qu'il faut Ton savoir, micro c'est qui doit qu'il être coupé. n'existe pas une qualité, mais plusieurs qualités, en fait, au sens où on va regarder, en fait, différents critères. Donc là, on a parlé de la teneur en huile. Il y a aussi tout ce qui est critères physico-chimiques, critères sanitaires. On n'en parle pas beaucoup, mais parce que c'est un challenge qui, en général, est bien relevé, mais c'est un élément très, très important dans tout ce qui va concerner l'alimentation. Les critères organoleptiques. Et si l'on détaille un petit peu plus justement ces différents critères, donc au niveau physico-chimique, on va souvent mettre derrière en fait cette notion-là, tout ce qui est composition d'un côté en acides gras et composition en composés mineurs. Donc vous verrez qu'au niveau du tournesol, c'est Patrick qui vous en parlera tout à l'heure, on a voilà j'allais dire plein de composés différents qui ont des actions différentes, qui ont des propriétés différentes vis-à-vis, j'allais dire, de enfin, j'allais dire de l'utilisation de l'huile par la suite, ou même de tout ce qui est qualité organoleptique. C'est aussi le fameux critère d'acidité oléique dont vous avez dû entendre parler, mais peut-être que vous ne savez pas forcément ce qu'il y a de manière évidente derrière. Tout ce qui est qualité sanitaire, donc là, on va parler de tout ce qui est contaminants physico-chimiques. Alors, derrière les contaminants, j'allais dire, il y a une liste à l'après-vert, comme on dit, les substances interdites en bio, notamment, hein, qui sont listées sur le fameux règlement européen, tout ce qui va être toxines, allergènes. En tout cas, voilà, il y a un sacré package qui se cache derrière ce terme. Tout ce qui va être lié, bien évidemment, aux micro-organismes. Même si l'huile n'est pas le milieu auquel on pense le plus facile, j'allais dire, en premier pour tout ce qui est support de micro-organismes, eh bien, malgré tout, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Alors, qualité organoleptique. Donc, la qualité organoleptique, là, ça va recouvrir un vaste champ de critères. On va l'aborder un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est tout ce qui va très bien évidemment à la composition. La composition va donner la texture, le goût, l'odeur, et il y a tout ce qui est lié aux habitudes culturelles, ce qui fait que vous n'apprécierez pas une huile de la même manière que vous soyez en France ou que vous soyez ailleurs dans le monde. Alors ça, j'allais dire, c'est les critères de base et c'est les critères enfin voilà, j'allais dire les plus reconnus. On peut aussi parler, quand on parle de qualité d'une huile, on peut parler de l'argument santé. L'argument santé, ça va être qui va tourner notamment à tout ce qui va être autour de la composition en acides gras et en composés mineurs. On va pas y revenir, j'allais dire dans la suite des exposés. Moi, je vais vous en parler un petit peu juste après. Mais voilà, sachez que ce n'était pas, j'allais dire, un élément forcément évident au niveau de la qualité au départ, mais ça le devient de plus en plus. Il y a un autre critère que nous n'aborderons pas non plus j'allais dire de manière plus approfondie dans cette session, mais c'est tout ce qui va être lié à l'éthique et à la durabilité. Donc là, ça ne concerne pas forcément la composition d'une huile en particulier, mais par exemple dans le choix des consommateurs d'huile, l'éthique et la durabilité impactent quand même beaucoup leur choix. C'est pour ça que je souhaitais le mentionner aujourd'hui. Donc justement, j'en parlais juste un instant, l'argument santé. Donc au niveau des huiles et en particulier de l'huile de tournesol, on va avoir tout ce qui est teneur en acides gras essentiels, ces fameux acides gras que l'on a du mal à synthétiser. Donc l'huile de tournesol est reconnue pour sa très bonne teneur en oméga 6. Contre, j'allais dire, est venu un peu plus tard sur le devant de la scène le fait
qu'elle ne contenait pas d'oméga 3, donc elle a un rapport oméga 3 sur oméga 6 forcément, entre guillemets, défavorable. Alors, non pas que les oméga 6 soient néfastes, mais comme on dit, à chaque fois, c'est surtout la quantité en général qui joue, donc c'est tout ce qui c'est plutôt le fait que l'on consomme en excès qui peut être à ce moment-là préjudiciable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, aujourd'hui, j'allais dire dans les, entre guillemets, nos sociétés occidentales, avec beaucoup de guillemets, on a une alimentation qui est en général un peu plus chargée en oméga 6 qu'en oméga 3. C'est pour ça qu'on a mis cet oméga 3 un petit peu plus en avant ces dernières années, dans la nécessité de rééquilibrer, j'allais dire, les apports sur ces deux acides gras essentiels. Et enfin, on a tout ce qui est composition en composés mineurs. Donc, vous en avez peut-être entendu parler, j'allais dire les tocophérols notamment, avec un tocophérol en particulier qui est la vitamine E. Donc, les tocophérols pour cette vitamine E spécifique qui est j'allais dire, une forme de tocophérol bien particulière que je vous ai mis là entre parenthèses. Donc, elle a un effet, j'allais dire, vitamine. Et de manière générale, les tocophérols ont un effet d'antioxydant. Et ces fameux phytostérols, donc, qui ont une activité hypocholestérolémiante et donc qui jouent sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Et enfin, pour terminer cette introduction, juste pour vous dire que la qualité n'est jamais la même pour tous. D'abord, ça va dépendre des procédés de transformation dont on va parler. On ne va pas avoir justement les mêmes critères ou le même niveau de critères en fonction si c'est une huile vierge, une huile raffinée, à pression à froid, pression à chaud. Patrick vous en reparlera tout à l'heure. Les utilisations visées, est-ce qu'on est sur une huile d'assaisonnement, est-ce qu'on est sur une huile de cuisson? Et puis ensuite, par rapport à tout ce qu'on a vu, ça dépend aussi des choix personnels de chacun. Donc voilà pour cette introduction globale. Si maintenant on rentre dans le vif du sujet, j'allais dire des interventions qui vont vous être présentées. Donc on va faire un petit point sur tout ce qui est marché du tournesol, la relation aussi entre ce marché et les demandes en qualité qu'il peut y avoir derrière. Donc là, c'est une intervention qui a été construite donc avec Charlotte Canal de Terunivia, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, donc je serai la seule à parler, mais sachez que voilà, nous avons bien été deux à construire cette intervention. Alors Patrick qui va, j'allais dire, vous présenter durant un bon moment parce que c'est vraiment important de bien vous mettre dans le bain et de bien vous préciser de quoi on parle. Quand on parle de qualité d'huile, voilà, de quoi parle-t-on? Quelle est la composition en huile? Quels sont les procédés d'altération? Quand on parle de qualité organoleptique, qualité sanitaire, qu'est-ce qu'on met derrière au niveau des huiles? Voilà, Patrick va vous expliquer tout ça pour que vous ressortiez, j'allais dire, avec des connaissances approfondies et étendues sur ce sujet. Et enfin, moi, je reviendrai sur un point, j'allais dire, qui concerne plutôt la conduite culturale, c'est-à-dire qu'au final, dans le cycle du tournesol, comment se construit la teneur en huile et quels sont les différents facteurs qui influencent cette teneur en huile. Donc, j'allais dire, sans transition et sans plus attendre, je vous propose de passer donc à la première présentation, donc qui concerne le marché du tournesol. Au niveau du marché du tournesol, donc quelles sont finalement les attentes en fait du marché du tournesol bio? Bien évidemment, ça n'a pas été repris, mais c'était bien ce qui est indiqué. Alors, ce qu'il faut voir, c'est au niveau du marché du tournesol bio, on est sur un marché qui est dynamique et qui est dynamique quand même depuis plusieurs années. Alors, d'une part, en fait, sur la partie alimentation humaine, la consommation bio a doublé en 5 ans. Et j'allais dire, ce doublement comprend aussi la consommation d'huile bio. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de consommation d'huile d'olive, mais on a une consommation aussi d'huile de tournesol qui suit cette même progression. Et de l'autre côté, on a aussi une forte demande pour l'alimentation animale. Et là, la demande pour l'alimentation animale est beaucoup plus une demande protéine. On n'est plus sur une demande huile. Et on a une demande pour le tourteau de tournesol qui est en très, très forte augmentation. Donc, il y a d'ailleurs, j'allais dire, qui a beaucoup augmenté. Là, vous avez les chiffres qui sont en 2020. C'est exactement, j'allais dire, la même tendance pour 2021. On a une production d'aliments composés bio qui a, pareil, doublé en 5 ans. À savoir que les aliments composés bio, donc qui sont produits par les fabricants d'aliments du bétail, sont pour leurs 3/4 destinés donc à l'alimentation des volailles. Et c'est ça qui joue, j'allais dire, en faveur du tournesol, puisque les volailles ont des besoins importants en protéines, elles ont aussi des besoins importants en certains acides aminés, pour lesquels en fait le tourteau de tournesol pardon, est un très très bon fournisseur. Alors sur ce marché de l'alimentation animale, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu une progression jusqu'à maintenant.
Et on sent venir en fait une progression qui va être encore plus importante puisqu'il y a eu des modifications donc, au niveau du règlement européen sur l'alimentation des élevages bio. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait le droit d'utiliser par dérogation 5% en fait de matières premières qui n'étaient pas issues de production biologique. C'est une dérogation qui court depuis très longtemps et donc là, il a été décidé en fait au niveau européen de l'arrêter, sauf pour quelques exceptions que je ne cite pas ici. Mais en 1er janvier 2023, voilà, la dérogation s'achève. Et donc, ce qui veut dire que les formulations au niveau de la fabrication des aliments du bétail vont devoir changer. Et ce qui a pu être envisagé, on va dire, dans les différentes simulations, c'est que la part du tourteau de tournesol va devenir de plus en plus importante. Part du tourteau de soja, bien évidemment, aussi, et réduction de tout ce qui est utilisation des protéagineux. Ça veut dire que là, on a un marché aussi pour le tourteau de tournesol qui est quand même avec une progression assez importante à envisager. Il faut voir aussi, c'est qu'au niveau de l'activité de trituration bio, elle est quand même bien installée, hein. Là, vous avez sur la carte qui représente les différents outils de trituration installés sur le territoire, vous pouvez voir que quand même, il y en a quand même plusieurs en fait qui ont une activité bio. Que ce soit, et notamment pour le tournesol. Là, vous en avez quand même 6 en France et il y en a plusieurs qui sont installés quand même ces dernières années. On a une utilisation des graines bio sur le territoire, souvent quand il est. Enfin, ces produits, il y a une utilisation en premier sur le territoire d'où vient la graine. Et par rapport à ça, on a aussi un prix des graines qui se raffermit beaucoup face à la demande accrue des industriels, demande qui est tirée par le marché parce qu'on recherche des substituts à l'huile de palme et on cherche aussi du made in France. Donc les deux font que voilà, la trituration s'installe bien et puis les besoins croissent au fur et à mesure du temps. Alors au niveau de la collecte, si on fait un point collecte, on a une collecte qui a presque doublé en 2 ans, hein, entre 2019, sur la campagne 2019-2020 et 2020-2021, même si on est encore que sur des estimations. Collecte principalement en bio. On a assez peu de C2 en collecte de graines de tournesol. Et il faut savoir aussi qu'on a j'allais dire, une dépendance à l'import qui est quand même assez forte sur le tournesol. On a des imports qui sont assez importants, qui sont historiques, puisque de manière, j'allais dire, historique, on n'arrivait pas à couvrir les besoins, en tout cas, des triturateurs en graines de tournesol. Donc, si l'import se faisait à un certain moment, principalement d'Ukraine, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur d'autres pays de l'Est, et notamment la Roumanie. À savoir que voilà, c'est ce qu'on a pu voir aussi pour d'autres productions, c'est que si la production de tournesol made in France, pour lequel encore une fois il y a une forte demande, se maintient et augmente, on va avoir après voilà, une réduction de l'import qui va se mettre en place. C'est des jeux d'équilibre qui vont se faire au fur et à mesure, des campagnes. Juste un petit point, un petit focus, une petite parenthèse, c'est sur l'impact de la guerre en Ukraine. Comme pour le conventionnel, le prix du tournesol bio explose. Si on vous met les cotations qu'on a pu voir dans différents, j'allais dire, qu'on a pu enregistrer. En janvier 2002, on était sur une cotation 730 euros la tonne pour le tournesol. Aujourd'hui, on est entre 1000 et 1500 euros tonne. Ce qui est une première historique, c'est qu'en fait, le prix du conventionnel a flambé en premier et le prix du tournesol bio a décollé dernière. Donc, pour une fois, première fois, le prix du bio s'indexe sur celui du conventionnel. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à tout ça, je vous disais, les réductions, enfin, l'import vis-à-vis de l'Ukraine a pas mal réduit. Mais là, on va avoir 2002 quelque chose où on va être sur j'allais dire, un arrêt assez sec des imports venant d'Ukraine, donc avec des conséquences sur le marché qui sont anticipées. Alors, si on met maintenant la qualité dans tout ça, donc la qualité au niveau du tournesol bio aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est la segmentation du marché entre oléique et linoléique. Donc, on a vu une bascule du marché linoléique vers l'oléique qui s'est effectuée au niveau du bio, plus tardivement que pour le conventionnel. Mais aujourd'hui, on estime voilà, qu'en tout cas, au niveau collecte, on est en 65-75% de la collecte estimée, voilà, qui est plutôt tournée vers l'oléique. On n'a pas de différence de prix entre l'oléique et le linoléique sur le marché bio.
Donc, et voilà, le besoin en oléique, j'allais dire, c'est des besoins pour des utilisations particulières, puisque le marché aussi au niveau de l'utilisation des huiles est en train voilà, de se transformer. Au niveau de la teneur en huile, alors il y a toujours la recherche d'une teneur en huile toujours plus élevée, puisqu'aujourd'hui l'huile, ça reste le débouché principal. Je vous ai dit tout à l'heure que le tourteau, quand même, voilà, montait en puissance, le débouché tourteau monter en puissance. Et là, la question qui va se poser peut-être, c'est quand on recherche une très forte teneur en huile, en général, chez le tournesol comme chez le colza, en fait, on a une teneur en protéines qui a plutôt tendance à baisser. On a un antagonisme huile-protéine dans l'accumulation de la graine. Donc voilà, après, il va falloir arriver, j'allais dire, à gérer les deux objectifs en même temps, sachant que pour le tournesol, on a quand même un argument de poids qui n'est pas au niveau simplement de la graine, mais au niveau du process, qui peut être le décortiquage, et dont on va parler un petit peu tout à l'heure. À savoir qu'au niveau de la teneur en huile, il n'y a pas de bonus affiché aujourd'hui. Par contre, voilà, c'est le bonus, j'allais dire, est inclus dans le prix initial. Composé mineur, la diapo est très blanche et très vite. C'est que pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de critères fixés à ce jour. Il n'y a pas de demande, en tout cas, fortement explicite du marché. Et au niveau de la qualité sanitaire, c'est un gros enjeu. D'ailleurs, en bio, comme en conventionnel, aujourd'hui, il est quand même très bien maîtrisé. Il n'y a pas d'alerte, en tout cas, qui nous sont remontées. Le gros point, souvent, dans le cas de SITMIX, c'est la gestion des contaminants issus de, de graines non bio. J'allais dire en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un marché qui est dynamique, qui explose véritablement aujourd'hui. Donc, avec le contexte montant, en fait, au niveau consommation, demande en alimentation humaine et en alimentation animale, on a une recherche du Made in France qui va favoriser nos productions, et ça, c'est vraiment un gros avantage. Et puis, on a un contexte qui est très conjoncturel, qui est voilà, la guerre en Ukraine. Donc, on a un marché qui s'est tourné quand même depuis quelques années vers l'oléique. Néanmoins, ce que l'on sent cette année et ce qu'on a senti un petit peu aussi l'année dernière, c'est que c'est un marché quand même qui a tendance à se chercher. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un impact aussi, ça je ne l'ai pas mentionné, du Covid, avec la fermeture de tout ce qui est site hors restauration, enfin, restauration hors domicile, plats préparés, etc. Donc, ça a eu un impact. Et aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que sur les critères de qualité, si je mets la partie recherche oléique vs néoléique à part, on a des contraintes sur la teneur en huile qui restent modérées. On est quand même, j'allais dire aujourd'hui au tournesol, encore sur une demande qui est plus forte que l'offre. Donc, ce qui fait que voilà, on prend aussi ce qu'on a. Et j'en ai fini pour cette présentation marché. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si, il y a quelques questions qui viennent juste d'arriver, Cécile. D'ailleurs, une première, quel est l'impact de la grippe aviaire sur la demande d'aliments en bio? Des éléments sur... Non, j'en ai pas. Je pourrais revenir vers Théoniva pour voir s'ils ont plus d'éléments, mais là, je vous dirais des bêtises. Afin de compléter le bilan en graines tournesol, Cécile, as-tu des infos sur le bilan en France en incluant les tourteaux? Non, on n'en a pas. On n'arrive pas à avoir les infos. Et c'est une très bonne question parce qu'en effet, sur les utilisations dans le petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure, sur l'utilisation, notamment l'utilisation Fab, on est à zéro. Fab, excusez-moi, fabricant d'aliments du bétail. Parce ils utilisent, enfin, on n'est plus à zéro, d'ailleurs, j'ai une bêtise. C'est pas forcément les graines qui sont voilà, triturées en direct. Alors après, là où il peut y avoir aussi des biais dans ce tableau, c'est que dans la partie triturateur, il y a aussi des triturateurs qui ne triturent que pour la fabrication, j'allais dire, enfin, avec un débouché tourteau en premier. Mais pour le moment, justement, c'est des chiffres qui nous manquent et on ne peut pas les obtenir encore pour le moment. Bien, une dernière question. L'objectif à l'échelle de la France pour le tournesol est affiché à 900 000 hectares en 2023. Quel est l'objectif ou l'estimation pour la filière bio pour 2023? Je préfère revenir vers la personne en ayant regardé parce que c'est des objectifs en fait de surface, mais qui ont été fixés depuis longtemps et qui ont été revus, si je ne me trompe pas, assez récemment. Il avait été envisagé notamment pour le chiffre d'augmentation des surfaces qui avait été donné par le ministre de l'Agriculture à l'époque. Et pour moi, ce n'était pas 2023 l'horizon.
Mais récemment, il y a eu une révision de la surface Ça. en tournesol qui a augmenté pour cette année, mais pour l'année prochaine, c'est vrai qu'il a été affiché ce chiffre de 900 000 euros qui reste prospectif, mais pour 2023, c'est pour ça. Donc, Nous allons oui. rentrer, j'allais dire, dans le vif du sujet cette fois-ci de la qualité de l'huile de tournesol. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et pour le moment, il y avait une personne qui se cachait derrière cette caméra. C'était Patrick. Donc maintenant, vous avez pu le découvrir. Et donc, on va prendre un bon temps, voilà, pour vous. Enfin, pour vous, surtout pour que Patrick vous présente voilà, les différents composants de l'huile de tournesol et l'implication sur la définition de la qualité. On va parcourir 4 points principaux, hein, comme l'a dit Cécile, donc les principaux constituants des huiles végétales. On verra ce que c'est qu'un acide gras et un triglycéride. On verra aussi les principaux composés mineurs de l'huile. Ensuite, on fera un petit tour des questions relatives à l'altération des huiles, donc principalement les lipases qui vont libérer les acides gras et les phénomènes d'oxydation, donc qui sont responsables du rancissement. Et puis ensuite un petit chapitre sur la qualité organoleptique, notamment alors dans le cas du bio, on a beaucoup d'huiles vierges et donc c'est surtout sur les huiles vierges dont je vais parler. Et on finira sur les principaux contaminants qui peuvent nous concerner. Alors très rapidement, pour vous donner une idée, hein, dans les huiles, on a essentiellement des triglycérides. Des triglycérides qu'on verra un peu plus ensuite sont accompagnés de quelques diglycérides et monoglycérides. Leur contrepartie d'acide gras libre. Et puis tout ce qu'on appelle les composés mineurs, c'est vraiment une toute petite tranche qui représente moins de 1% et qui est composée de phospholipides, de stérols, de tocophérols et de quelques autres matières volatiles, comme un petit peu d'eau. Donc l'acide gras, qu'est-ce que c'est? L'acide gras, c'est la brique de base des lipides, hein. C'est une molécule organique qui est principalement composée de carbone et d'hydrogène. Donc le carbone a 4 liaisons de valence possibles. Donc le carbone moyen, il est relié à deux carbones et 2 hydrogènes dans le cas des acides gras saturés. Et puis tout ça, c'est à la queue leu, ça fait une molécule linéaire droite, et au bout, on a une fonction acide, c'est-à-dire un carbone qui a deux oxygènes, dont un qui est connecté par double liaison et l'autre sous forme d'un groupement hydroxyle, c'est-à-dire d'un alcool. Donc les acides gras qu'on trouve principalement dans la nature, ils se caractérisent par un nombre de carbone pair. Ça va généralement par ça commence les acides gras volatiles à partir de C2, C4, C6, etc. Et les principaux, ce sont des acides gras en C16 et en C18. Donc le C16-0, c'est l'acide palmitique, qu'on trouve beaucoup dans l'huile de palme, comme son nom l'indique, et le C18-0, qui est plutôt quelque chose qu'on va trouver dans les matières grasses animales. Stéarique, ça vient de stéarine, qu'on produisait à partir des matières grasses animales. Et donc ça, c'est pour les saturés, les deux principaux. Ensuite, on va trouver des acides gras qui sont dits monoinsaturés. Donc une insaturation, c'est dans une molécule d'acide gras, un acide gras auquel on a pris 2 hydrogènes sur 2 carbones consécutifs et qui forme du coup une double liaison. Et cette double liaison, elle a un impact très important sur la conformation de la molécule, puisqu'elle va induire un coude. Et ce coude, il se répercute aussi sur le reste de la molécule, puisqu'il y a des torsions possibles entre les carbones qui sont monovalents, enfin qui ont une seule liaison de valence. Et comme il y a des phénomènes de répulsion entre les hydrogènes, on va avoir des rotations qui vont induire une forme relativement coudée pour le cas des acides gras libres. Donc à côté de l'oléique, on va avoir un C18-2 qui est le linoléique, qui est le principal acide gras des tournesols classiques. Donc lui, comme son nom l'indique, enfin comme je le disais, hein, il a 2 insaturations. Et donc je ne l'ai pas dit pour l'oléique, mais l'insaturation, elle se situe au milieu de la molécule, c'est-à-dire on a l'habitude de les caractériser en partant du carbone de la fin
et on compte les carbones et on dit que sa position elle est en oméga 9. Oméga, puisque c'est la dernière, le dernier carbone de la molécule. Et dans le cas du C18-2 linoléique, on dit qu'on est en oméga 6, puisqu'on a la première double liaison en partant de la fin au 6e carbone. Donc là, par rapport à l'oléique, on a aussi une molécule qui est très recourbée, ce qu'on va le voir a des conséquences assez importantes sur le comportement physique de ces acides gras. Et donc, pour finir avec ce petit tour des acides gras, donc on a le linolénique C18-3 qui lui a 3 insaturations, dont la première se situe à 3 carbones de la fin, et donc qui est considéré comme un acide gras oméga 3. Donc avec ces briques, avec ces acides gras libres, on va former des triglycérides en rajoutant une molécule de base qui est le glycérol. Le glycérol, c'est un sucre avec 3 carbones. Donc c'est un sucre, c'est-à-dire chaque carbone est relié à un groupe hydroxyle, un groupe alcool, et donc il va réagir avec le groupement acide des acides gras pour former des liaisons ester. Donc c'est quoi une liaison ester? C'est une liaison dans laquelle on va faire réagir l'acide, donc dans l'acide, la partie hydroxy de la fonction acide et l'alcool aussi qui est relié sur le glycérol pour former une molécule d'eau et une liaison ester. Et donc un triglycéride, on a notre glycérol qui est au centre et 3 acides gras qui sont connectés et donc qui vont former, ici en l'occurrence, un trioléate de glycérol puisqu'on a 3 acides oléiques reliés au glycérol. Donc des triglycérides, il peut y en avoir de toutes sortes en fonction de leur composition. Ils peuvent être composés d'un acide saturé et 2 acides monoinsaturés. Ça peut être un mélange. Et alors, généralement, la nature n'est pas complètement, fait pas les choses complètement au hasard. Il n'y a pas tous les triglycérides possibles et imaginables qui sont produits. Il y a des enzymes de synthèse assez spécifiques qui vont faire en sorte que la plupart, il y a des triglycérides majoritaires qui vont donner aux huiles des caractéristiques de cristallisation particulières. Donc la conséquence de la composition en acide gras par rapport à l'huile, ça a une première conséquence, c'est ce qu'on appelle le point de fusion, c'est-à-dire la température à partir de laquelle un corps gras va devenir liquide ou solide. Et donc le point de fusion, il va augmenter avec le nombre d'acides gras sur une chaîne saturée. Donc là, je vous ai mis la valeur pour des acides gras libres ou pour des triglycérides de la longueur des chaînes et la température de fusion. Donc on voit qu'avec des acides gras en C8, on va être liquide vers 20 degrés. Et puis plus on va rallonger, plus il va falloir monter haut en température pour faire fondre. Et donc sur des stéariques, par exemple, qui sont à 18 carbones, si on avait de la tristéarate, donc complètement saturée, on aurait un produit qui serait encore solide à 70 degrés. Donc dans la nature, c'est pas des températures aussi élevées, puisqu'on a généralement des mélanges d'acides gras sur les triglycérides, et les points de fusion des huiles très saturées se situent plutôt entre 30 et 50 degrés. Plus connu, par exemple, c'est le beurre de cacao qui fond dans la bouche et pas dans la main. C'est-à-dire qu'à 37 degrés, il va fondre, tandis que dans la main, où la température est plutôt entre 25 et 30 degrés, ça reste solide. Le nombre d'insaturations va aussi avoir un impact sur le point de fusion. Donc là, je vous ai mis les 4 déclinaisons du C18, avec le stéarique, l'oléique, le linoléique et le linolénique. Et donc, on voit que plus on a d'insaturation, plus on va baisser le point de fusion. Alors ça a une conséquence biologique importante puisque ça permet en fait le fonctionnement des membranes, les membranes étant constituées
en partie d'acides gras. Si on a des acides gras saturés, les membranes vont avoir tendance à devenir solides, enfin rigides, et ça limite les échanges biologiques. Donc la plupart du temps, on va trouver un profil en acide gras dans les plantes qui va correspondre au climat auquel elles sont habituées. Et c'est pour ça aussi qu'on va trouver les oméga 3 à longue chaîne enfin, principalement dans les poissons, dans notre alimentation, mais en fait, ça vient pas des poissons, ça vient de ce qu'ils mangent, ça vient des microalgues. Et les microalgues qui vivent dans les mers froides, où on va avoir bah, ces oméga 3 avec des longues chaînes. C'est pas pour le plaisir d'avoir des longues chaînes polyinsaturées, c'est parce que ça permet à ces animaux et puis à ces micro-organismes de vivre à des températures qui sont proches de 0 degré. Donc si on regarde comment se situe le tournesol au niveau de son profil en acide gras, là je vous ai mis un comparatif des principales huiles végétales utilisées en alimentation humaine. Donc, vous voyez qu'on a donc le tournesol oléique et le tournesol classique qui se situent un petit peu dans deux familles différentes. On a une famille des huiles riches en oléique dans laquelle on a l'arachide, la noisette, le tournesol et l'olive, et un peu le colza, qui sont des huiles qui se caractérisent par des bonnes résistances à l'oxydation et qui sont plutôt intéressantes au point de vue de l'utilisation à des températures élevées. Il y a ensuite toute une famille d'huiles linoléiques dans laquelle on va trouver alors le colza pas vraiment, mais il est quand même, il contient une certaine quantité, enfin il contient 20% d'acide linoléique. Mais les principaux, donc c'est plutôt donc le soja, la noix, le maïs, le tournesol et le pépin de raisin. Le pépin de raisin étant la plus riche en oméga 6. Donc des huiles qui sont moyennement résistantes à l'oxydation, qui peuvent quand même subir des traitements de cuisson, mais il ne faut pas non plus les pousser trop, et donc qui peuvent être intéressantes au point de vue nutritionnel à condition d'être bien équilibrées en oméga 3, oméga 6, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Donc, dans ce cas, le tournesol, effectivement, est complètement dépourvu d'oméga 3, ce qui fait qu'il, s'il est utilisé seul comme apport de matière grasse, il peut être un peu déstabilisant. Il vaut mieux varier les huiles et avoir des compléments d'oméga 3. Et puis, pour finir, donc le palme, qui lui est très riche en saturé. Donc, il a à la fois du C16,0 et du C18,1, qui sont ses principaux acides gras, et donc qui est une huile tropicale et donc qui a une très bonne stabilité pour les traitements de cuisson, mais qui en termes d'effets nutritionnels est quand même assez contestable dans la mesure où il apporte des acides gras qui sont pas très bons pour la santé. Voilà, donc en ce qui concerne les constituants mineurs, je vais vous parler donc des principaux qu'on va trouver dans le tournesol, donc les phospholipides, les stérols, les tocophérols, la coenzyme Q9 dans le cas du tournesol et les composés phénoliques, mais très rapidement, puisque dans ce qui nous intéresse, il n'y en a pas beaucoup. Alors, les phospholipides, c'est une classe de lipides un peu particulière, puisque ce sont des molécules assez complexes. Donc à la base, on retrouve un glycérol et deux acides gras, donc comme presque un triglycéride. Sauf que on a au bout, sur la troisième liaison du glycérol, un groupe phosphate qui vient s'interposer entre le glycérol et une molécule organique. Alors là, en l'occurrence, c'est une choline, mais il y a je ne vais pas vous les énumérer, mais il y a plusieurs types de phospholipides, comme la phosphatidylsérine, la phosphatidyl'inositol, qui sont des molécules qui sont très polaires, qui ont beaucoup d'affinité pour l'eau. Et donc, ça fait une molécule qui a une tête qui est hydrophile et une queue qui est hydrophobe. Et de ce fait, cette molécule, elle s'auto-assemble naturellement sous forme de bicouches lamellaires et qui forment des membranes vraiment de manière spontanée. Il n'y a pas besoin que des enzymes le fabriquent. C'est un auto-assemblage en double feuillet.
Donc ces phospholipides, ils sont le constituant essentiel des membranes biologiques. Donc on va les trouver dans toutes les cellules et dans tous les organites des cellules. Ils servent à compartimenter les fonctions cellulaires et donc ils ont un impact évidemment très important pour le fonctionnement biologique. Et en fonction donc de leur conformation, donc en particulier de la quantité d'acide gras polyinsaturé, ils vont avoir des façons de se comporter qui pourront être différentes. Donc on les trouve aussi notamment dans les liposomes, hein, qui sont les oléosomes, qui sont les organes de réserve de lipides dans la graine, et ils viennent se mettre à l'interface avec des protéines spécialisées qui s'appellent les oléosines, et qui viennent séparer les lipides du reste du contenu cellulaire. Donc les phospholipides, on va les trouver très peu dans les huiles de pression à froid. Pourquoi? Parce que comme on presse à froid, on ne va pas déstabiliser les membranes, et les phospholipides vont rester quasiment dans leur état d'origine. Et donc les huiles vont en être pauvres. Donc on est sur des huiles avec des teneurs en phosphore qui sont de l'ordre de 10 à 12 ppm, et donc ça donne des teneurs en phospholipides inférieures à 0,02%. Quand on va chauffer, on va commencer à faire fondre un petit peu ces phospholipides et à les dissoudre dans l'huile. Et donc là, dans les huiles de pression à chaud, on peut en trouver en fonction du traitement thermique de 70 à 200 ppm. Enfin, il n'y a pas de limite haute, hein, puisqu'on peut chauffer encore plus longtemps et en récupérer plus. Et donc, typiquement, on va avoir de l'ordre de 0,2% de phospholipides dans ces huiles. Et puis, dans les huiles qui sont extraites par solvant, on peut aller jusqu'à 1000 ppm de phosphore, c'est-à-dire largement plus de 2% de phospholipides. Alors, ces phospholipides, ça constitue ce qu'on appelle la lécithine. Et la lécithine, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans la production de stabilisants d'émulsion. Il y a des lécithines en formulation dans l'alimentation humaine, énormément de choses. Donc ce sont des choses qu'on récupère après l'extraction de l'huile et qu'on va séparer de l'huile tout simplement en rajoutant de l'eau dans l'huile, puisque la tête hydrophile des phospholipides va les attirer dans l'eau, et par centrifugation, on va pouvoir les récupérer. Donc l'autre famille de composés mineurs importantes de l'huile, ce sont les tocophérols. Donc il y a l'avantage des tocophérols, c'est qu'il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 4. Il y a l'alpha-tocophérol, le gamma, bêta et delta. Et ce qui les distingue, c'est le nombre de méthylations qu'on a sur la tête, le cycle terminal de la molécule. Donc l'alpha-tocophérol, c'est celui qui est le plus méthylé. Donc il a 3 fonctions méthyle à côté de son OH. Le gamma et le bêta sont eux avec 2 méthyles qui sont disposés de manière un peu différente. Et le delta n'en a qu'un. Donc ce qui les distingue, c'est que le alpha-tocophérol, c'est la vitamine E à proprement parler, encore que les autres tocophérols aient aussi une activité vitaminique, mais qui est plus faible. Et leur fonction d'antioxydante, elle est inversement proportionnelle à leur nombre de méthyl. Et donc le delta-tocophérol a un effet de protection contre l'oxydation qui est plus important que l'alpha-tocophérol. Donc dans les tournesols, ce qui est important de savoir, c'est que le principal tocophérol présent, c'est l'alpha-tocophérol, donc il amène beaucoup de vitamine E, et il est assez pauvre dans les autres familles de tocophérol, à la différence par exemple du colza qui lui contient à la fois des alpha et bêta-gamma, ou alors du soja qui lui contient très peu d'alpha-tocophérol mais qui contient beaucoup de delta. Voilà, et sinon, sur l'olive, on peut voir que l'olive, par contre, est plutôt pauvre en tocophérol. Ensuite, en ce qui concerne les phytostérols, donc là, on a le phytostérol de base, enfin la base de phytostérol, c'est cette molécule à 4 cycles qui se trouve en A, et donc qui se caractérise par la présence d'un groupement hydroxy et d'une double liaison à cet endroit-là. Et ensuite, on va décliner plusieurs familles de stérols en fonction de la chaîne
qui est connecté au point R ici. Donc là, il y en a quelques-unes qui sont mentionnées. Donc il y a le delta 5 avénastérol, le bêta-cytostérol, le stigmastérol et le campestérol, mais il y en a encore d'autres, hein, notamment dans le cas du colza, on a le brassicastérol. Donc des chaînes latérales qui sont caractéristiques et qui vont les différencier. Et ce qui complique encore un peu plus la chose, c'est que sur le OH, on va avoir une liaison qui va se former avec soit un glucose, soit un acide gras, ou encore les deux. Donc, quand on rajoute tout ce niveau de complexité, ça fait qu'on peut avoir au niveau des phytostérols beaucoup de produits différents. Dans le cas du tournesol, là, je vous ai mis un extrait d'une publication où il y avait deux méthodes d'extraction. C'est pour ça que c'est intéressant, donc par pression et extraction par solvant. Donc on voit que l'extraction par solvant permet de mieux extraire les phytostérols que l'extraction mécanique. Par contre, on voit aussi que ça n'a pas un grand impact sur la composition. Là, ce sont les compositions en pourcentage. Donc on voit que le bêta-cytostérol est le phytostérol majoritaire chez le tournesol. Et ensuite, donc, sur ces différentes familles de stérols, on voit que la teneur en stérol libre, c'est-à-dire où le groupement OH n'est pas estérifié avec quelque chose, c'est quand même les plus fréquents. Et ensuite, les stérols, enfin les esters, notamment avec les acides gras, représentent une part un peu plus petite. Et dans le cas du tournesol, les glycosides, donc avec le glucose, sont beaucoup plus rares, notamment dans les huiles de pression. Donc, comme on l'a un petit peu dit tout à l'heure, l'intérêt des phytostérols, c'est qu'ils réduisent l'absorption du cholestérol, et donc par le fait, ils réduisent les risques cardiovasculaires. Mais ils ont aussi un risque, ils ont aussi un effet de réduction des risques de cancer, notamment sur les cancers du poumon, de l'estomac, de l'ovaire, du sein. Et ça vient du fait qu'ils ont aussi une action anti-radicaux libres, c'est-à-dire qu'ils ont un effet sur le stress oxydatif, et qu'on recommande d'avoir à peu près 2 grammes par jour de phytostérol dans l'alimentation. Un autre micro-élément intéressant, c'est le coenzyme Q9-Q10. C'est une molécule qui se caractérise par la présence d'un cycle avec 2 oxygènes, enfin deux fonctions cétones, pour ceux qui sont un peu chimistes, et qui a un effet de transfert d'électrons dans la chaîne respiratoire, et ensuite une chaîne latérale qui se caractérise par un nombre on répète ce motif terpénique 9 à 10 fois selon si on est un coenzyme Q9 ou un coenzyme Q10. Il faut savoir que dans le cas du tournesol, c'est le Q9 qui est présent et pas le Q10. Donc c'est quelque chose qui peut être, on peut être carencé si on consomme des statines. Et donc, ça peut être intéressant de faire attention à son alimentation en coenzyme Q10 quand on est sous traitement. Donc, les apports sont possibles dans la viande, mais les huiles sont aussi des sources intéressantes. Et donc, dans le cas du tournesol, on peut amener de 20 à 100 ppm en fonction de la qualité des huiles pour ce micro-élément. Ensuite, donc les composés phénoliques, alors ils sont très importants dans le cas de l'huile d'olive, hein, ils contribuent beaucoup au côté protecteur de l'alimentation avec de l'huile d'olive. Mais dans le cas du tournesol, il n'y en a pas énormément, surtout dans le cas du tournesol pressé à froid, malgré que la graine de tournesol, elle, soit plutôt riche en composés phénoliques, le principal étant l'acide chlorogénique et l'acide caféique. Donc les huiles qu'on obtient par pression à froid sont pas très riches, ils contiennent environ 10 ppm d'acide caféique. Et dernier élément, mais qui est assez important dans le cas du tournesol, ce sont les cires. Donc les cires, c'est aussi un ester, mais cette fois-ci pas entre du glycérol et un acide gras, c'est un ester entre un acide gras et un alcool gras. Donc un alcool gras, c'est comme un acide gras, sauf que la fonction acide est remplacée par une fonction hydroxyle, une fonction alcool. Et donc, il y a réaction entre ces deux fonctions pour donner
une molécule d'eau et une cire. Donc une cire qui sont souvent des produits peu insaturés, donc qui sont plutôt rigides et qui vont cristalliser assez facilement. Donc dans le cas du tournesol, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'a pas la même répartition entre la coque et la graine décortiquée. Et notamment, si on fait l'extraction de la matière grasse des coques, on va avoir déjà beaucoup de cire dedans. Hein. Il y a enfin, presque 2% de cire dans cette matière grasse. Et c'est une matière grasse, enfin, ce sont des cires, pardon, qui ont plutôt des chaînes longues, avec de 44 à 48 carbone. Alors que dans le cas des graines décortiquées, on a déjà beaucoup moins de cire, on a plus de 2 fois, par rapport à la graine non décortiquée, hein, je veux dire, il y a presque 2 fois moins de cire dans l'huile issue de graines décortiquées. Et les cires qu'on récupère sont pas des cires riches en chaînes longues, mais des chaînes plus courtes qui vont cristalliser à des températures un peu qui vont fondre plutôt à des températures un peu plus basses que les chaînes longues, ce qui limite le problème de ces cires qui font que elles font apparaître un trouble dans l'huile lorsqu'on expose l'huile au froid. Donc les cires vont cristalliser. Comme elles ont la même densité que l'huile, elles restent en suspension. Et donc elles donnent un trouble à l'huile qui peut déplaire au consommateur. Alors bien que ce ne soit pas du tout un composé toxique et qui n'ait aucun effet sur la santé, c'est surtout un problème de présentation, un problème de critères organoleptiques. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie. Donc, est-ce que peut-être vous avez des questions? Alors oui, il y en a une qui est dans le chat. C'était une question en fait concernant la composition en acides gras, donc notamment saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Est-ce que tu as des éléments de comparaison pour des oléagineux plus mineurs, mais comme le chanvre, la cameline et le lin? Alors, chanvre, cameline, lin, c'est 3 huiles qui contiennent pas mal d'oméga 3. Le lin étant la plus riche, hein, il y a presque 60% d'acide linolénique. D'ailleurs, linolénique, ça vient de lin. Hein, c'est l'acide gras principal. Et c'est une huile qui est très facilement oxydable, qui peut polymériser, même qui donne. Enfin là, l'image que je vous ai choisie, c'est par hasard. C'est une peinture qui s'écaille en fait, parce qu'on fait de la peinture avec de l'huile de lin et ça a la capacité en s'oxydant de réticuler et donc de former un espèce de film qui devient sec au toucher et qui permet de former comme une matière plastique naturelle qui protège les produits. Donc c'est ce qu'on appelait autrefois les huiles cicatives. La cameline est aussi assez riche en linolénique et qui fait partie des huiles cicatives. Pour le chanvre, on en a aussi, alors j'ai pas le chiffre exact en tête, mais qui est une proportion assez importante. Ce sont 3 huiles qui sont intéressantes pour les oméga 3 et qui, justement, enfin, on parlait de l'équilibre oméga 3, oméga 6, qui sont intéressantes pour compléter le tournesol éventuellement si besoin. Et est-ce qu'on a des informations sur tout ce qui est composé mineur pour ces espèces? Peut-être que ça va être beaucoup Alors, regardé. oui, alors c'est assez différent. Hein. Le chanvre, le chanvre, la cameline et le lin appartiennent à des familles de plantes complètement différentes. Du côté du lin, on a des composés phénoliques qui sont assez intéressants. Ce sont les lignanes qu'on classe parfois parmi les phytoestrogènes, mais qui n'ont pas vraiment d'effet phytoestrogène marqué, enfin pas autant en tout cas que le soja, qui ont des propriétés antioxydantes intéressantes. Par contre, il y a assez peu de tocophérols dans le lin. Dans la cameline, là, c'est plutôt c'est d'autres composés phénoliques qu'on va trouver. Et j'ai pas en tête si c'est riche en tocophérols, mais je crois pas. Et puis dans le cas du chanvre, alors là, on est sur des plantes qui ont plutôt d'autres composés terpéniques.
c'est connu pour le ça y est, j'ai un trou de mémoire. Enfin, le cannabidiol, en particulier le CBD, voilà, qui a des effets intéressants au point de vue de ces effets calmants, etc., pour les personnes qui en consomment, mais qui ont aussi, par ailleurs, des effets qui interagissent avec l'oxydation de l'huile. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise complètement, mais ce que je peux dire, c'est que dans le cas du chanvre, il y a beaucoup de molécules mineures qui sont pas forcément très bien connues et bien caractérisées. Merci beaucoup. Et juste pour information, il reste 10 minutes pour cette présentation-là. Oui, donc je vais devoir accélérer. Tout à fait. Donc, les phénomènes d'altération, donc on va avoir deux phénomènes, c'est l'hydrolyse. Donc l'hydrolyse, c'est le contraire de l'estérification. Donc on a une lipase et de l'eau qui vont intervenir et qui vont venir attaquer la liaison ester et qui vont donner, on va libérer le glycérol d'un côté et un acide gras libre. Et donc on part d'un triglycéride, on va donner plus de l'eau, ça va donner donc un diglycéride plus un acide gras libre. Donc les phénomènes qui permettent la formation de ces acides gras libres, c'est d'avoir à la fois des lipases et de l'eau et une certaine température. Donc ça, on l'a pas dans des graines en dormance qui sont conservées normalement au froid et au sec. Par contre, lorsqu'on a des phénomènes de moisissure qui peuvent intervenir à partir de 70% d'humidité relative dans l'air interstitiel, on peut avoir ce genre de choses qui se développent. Et donc ça, pour avoir 70% d'humidité relative dans l'air interstitiel, il y a un équilibre qui se fait en fonction de la température. Et donc plus la température est élevée, plus on va avoir cet équilibre qui va se déplacer vers le haut, c'est-à-dire une graine à 7% d'humidité, en la chauffant, on voit que donc là on a 15 et 40 degrés sur ce graphique. On voit que on va déplacer l'endroit où on est à 70%, on est à l'équilibre à 70% d'humidité relative, il va descendre et donc des graines qui étaient, disons, à une humidité de 8% au départ sont bien conservables à 15 degrés si la température ne bouge pas. Par contre, si la température monte, il faut descendre la teneur en eau à 7% pour être tranquille. Donc la acidification, elle a besoin d'eau et de lipase, elle accélère avec des températures élevées, elle va former des acides gras libres. Les conséquences pour l'huile, c'est que le point de fumée, le point de feu vont baisser en température, et surtout, la présence des acides gras libres va favoriser l'oxydation. Et donc pour savoir où on en est en acidité, on mesure l'indice d'acide qui va donner l'acidité oléique. Alors maintenant, sur l'oxydation, l'oxydation, ça démarre par des phénomènes d'apparition de radicaux libres. Un radical libre, à la base, c'est un atome sur lequel on a un électron, vous savez, les électrons vont par paire, et parfois il arrive qu'il y ait une paire qui soit incomplète, parce que ce qu'on appelle un électron singulier, il est tout seul, il est célibataire, et ça, il n'aime pas, et donc il va chercher à récupérer un électron quelque part. Et donc, le phénomène de propagation des radicaux libres, c'est que vous avez, ils se piquent les uns les autres des électrons et ils vont déclencher comme ça la formation de composés indésirables. Et l'antioxydant, c'est une molécule qui a suffisamment d'électrons pour en perdre un sans que ça la gêne trop. Donc ça commence par un phénomène d'initiation. Vous avez un radical libre sur un oxygène actif qui se balade avec des acides gras saturés, ou qui va venir à proximité d'un carbone qui se trouve à côté d'une double liaison. Là, il va y avoir un effet de transfert d'hydrogène, et le radical libre va se déplacer vers l'acide gras libre, l'acide gras. Et donc cet acide gras, ensuite, il
il porte un radical libre et alors, en présence d'oxygène, il va y avoir ce qu'on appelle la formation d'un hydroperoxyde. Donc là, il y a un oxygène qui s'est fixé sur là où il y avait le radical libre, et cet oxygène est encore en manque de double liaison. Enfin, il y a une liaison de valence qui est disponible, et donc il va transmettre ça à un autre acide gras insaturé de la même façon qu'on a vu tout à l'heure, et donc on va avoir d'un côté un radical libre qui se dégage, donc c'est pour ça qu'on parle de propagation, puisque on est parti d'un radical libre, et il y a toujours un radical libre qui se balade, et en plus on a formé un hydroperoxyde. Et donc c'est ces hydroperoxydes qui sont les composés d'oxydation primaire qu'on va trouver dans les huiles. Donc ça se termine comment? L'hydroperoxyde va finir par réagir avec une double liaison et il va former deux composés différents. Donc on va couper la molécule, on va avoir formation d'un alcool gras, enfin d'un acide alcool gras et d'un aldéhyde, donc un oxygène avec deux liaisons et un hydrogène sur le carbone, qui sont des molécules assez courtes et qui sont le véhicule du coup du rancissement. Donc, comment ça se passe dans le temps? Donc, vous avez dans un premier temps la propagation, donc il ne se passe pas grand-chose, on ne voit pas apparaître d'hydroperoxyde, mais il y a la propagation des radicaux libres. Ensuite, on a la formation des hydroperoxydes. Et puis, dans un deuxième temps, donc on a la formation des composés volatiles et non volatiles produits d'oxydation secondaire qui s'accumulent, et vous avez une baisse des lipides insaturés. Donc, pour mesurer l'oxydation, on va mesurer ce qu'on appelle l'indice de peroxyde, qui mesure les hydroperoxydes. On peut aussi mesurer l'indice de para-anisidine, qui lui va mesurer les aldéhydes, donc les produits d'oxydation secondaire. On peut aussi mesurer l'absorbance à 232 nanomètres pour les peroxydes et à 270 pour les produits d'oxydation secondaire. Et on peut aussi mesurer sur une huile la résistance à l'oxydation par des tests de vieillissement accéléré. Donc il y en a plusieurs, comme le rancimate, qui consiste à faire buller de l'air dans des huiles à 96 degrés et à suivre ce qui se passe par conductivimétrie dans de l'eau qui récupère les produits qui viennent de l'huile. On peut aussi suivre la teneur en tocopherol. Donc, ce qui favorise l'oxydation, c'est le degré d'insaturation des huiles. Plus elles sont insaturées, plus elles sont instables, plus elles sont saturées, plus elles sont stables. Donc, les monoinsaturés sont plutôt résistants. Donc, l'acide oléique est plutôt utilisé pour les fritures, puisqu'il est résistant à l'oxydation, et les polyinsaturés sont plus sensibles. Et c'est d'autant plus sensible que c'est plus polyinsaturé, donc les oméga 3 sont extrêmement sensibles. Le milieu, donc plus il fait chaud, plus ça s'oxyde rapidement, plus il y a d'oxygène, évidemment plus c'est facile et rapide d'accélérer l'oxydation. Et il y a aussi la lumière qui est un phénomène qui va... les ultraviolets sont un catalyseur d'oxydation puisqu'elles forment des radicaux libres. Ce qui va ralentir l'oxydation, c'est les antioxydants naturels, donc les tocophérols, les phospholipides. Les phospholipides ne sont pas des antioxydants, mais ils vont capturer les ions fer et cuivre, qui sont des pro-oxydants, qui sont présents aussi à pression à chaud, et donc qui peuvent ralentir aussi l'oxydation. Et puis, à l'inverse, donc la présence de ces pro-oxydants, le fait d'avoir du fer, du cuivre, d'avoir de l'acidité oléique et déjà des radicaux libres. Donc, pour limiter l'oxydation, il faut partir d'une bonne conservation des graines, donc d'avoir des graines au départ avec basse teneur en eau et conservées au froid. C'est préférable de laisser l'huile dans la graine parce que dans la graine, elle est bien protégée. Et plutôt de presser au fur et à mesure des besoins que longtemps à l'avance. Éviter les températures excessives au pressage et puis conserver l'huile à l'abri de la lumière en évitant la présence d'oxygène, en évitant les températures élevées, en éliminant les sédiments pour éviter. Les sédiments peuvent être des catalyseurs, donc il faut les éliminer, en utilisant des emballages étanches chaleur et n'apportant pas de fer, et puis éviter le laiton dans les installations. Voilà, pour l'altération vite fait. Est-ce que vous avez des questions sur l'altération? Pas pour le moment, je pense que tu peux continuer. Alors, qualité organoleptique. Donc, d'abord, on va parler de ce que c'est qu'une huile vierge. Une huile vierge, la définition, c'est une huile qui est obtenue uniquement par des procédés mécaniques.
mais ce n'est pas forcément pressé à froid. On peut avoir des huiles qui ont été grillées qui sont des huiles vierges. La clarification peut se faire que par des moyens physiques ou mécaniques, de la filtration, de la décantation centrifuge. Elle peut avoir été lavée avec de l'eau et elle peut avoir été filtrée avec des aides à la filtration, comme des terres de filtration. Par contre, elle ne doit avoir subi aucun traitement chimique, hein, pas de solvant, pas de contact avec des terres de décoloration, des choses comme ça. Et la seule opération de raffinage possible, c'est le dessirage, puisque c'est uniquement physique, c'est la mise au froid et la filtration. Et il n'y a pas d'additif autorisé. Donc, quelques repères analytiques pour que vous les ayez en tête. Sur les huiles vierges d'olive extra, on a une acidité oléique qui doit être inférieure à 0,8. Pour les huiles vierges en général, c'est acidité oléique inférieure à 2%. Et là, sur ce graphique, je vous ai mis la teneur moyenne en acidité oléique dans les tournesols par l'enquête qualité de Terrinovia, Terunivia, et on voit que certaines années, ça va bien, hein, on a inférieur à 0,5 de 2017 à 2020, par contre en 2021, on est remonté à au-dessus de 1, et il y a certaines années, comme en 2014, où on avait grande hétérogénéité et des échantillons qui étaient souvent au-dessus de 2. Donc la qualité de la récolte pour l'acidité oléique, c'est fondamental. En termes d'indice de peroxyde, pour les huiles de bonne qualité, c'est plutôt inférieur à 2. Et donc là, un petit graphique pour vous donner quelques repères. Alors c'est sur du tournesol, on est au départ, c'est une échelle logarithmique, hein. On est au départ bien inférieur à 1, et puis sur des tests d'oxydation accélérée, on voit que ça change de manière assez différente entre le tournesol, l'indice de peroxyde du tournesol linolénique par rapport au tournesol oléique. Et on voit que l'oléique résiste beaucoup plus longtemps que le linolénique. Et donc, bon, là, le cas 232, on voit aussi que c'est un test qui est pas aussi précis que le test d'indice de peroxyde. Et donc, en général, il vaut mieux faire ce test pour avoir une bonne idée de la qualité des huiles. Donc après, sur le goût, les lipides sont de très bons solvants des composés aromatiques, tout le monde sait ça. Donc, tout ce qui va se passer comme environnement, odeur à proximité, ça va être capté par l'huile et ça va rester dans l'huile. Donc, tout ce que l'huile absorbe ne peut pas être éliminé, ou alors par des traitements de raffinage de type désodorisation interdits pour les huiles vierges. Autre chose aussi, les traitements thermiques, notamment au cours du pressage, peuvent former un grand nombre de dérivés aromatiques qu'on va garder dans les huiles. Et aussi tous les problèmes de stockage, notamment les phénomènes de moisissure, de démarrage de fermentation, ils vont donner un goût à l'huile. Autre élément intéressant, c'est l'intérêt du décortiquage. Donc, quand on décortique les graines, on va réduire la teneur en cire, mais on va aussi réduire la température de pressage puisqu'il y a moins de coque, il y a moins de friction. L'huile est moins exposée aux composés aromatiques qui sont piégés dans la cire des coques. Et globalement, ça donne un goût plus agréable. Là, ce que je vous montre, c'est une étude qui a été faite en Allemagne sur comparaison entre du décortiqué et du pas décortiqué, et par un jury entraîné en général sur des huiles d'olive. Et donc, ils vont donner des notes à l'huile en fonction de ses caractéristiques agréables et moins agréables. Et on voit que pour l'huile de tournesol décortiqué, ils vont la trouver meilleure. En gros, il y a plus de flaveurs type noisette. Et pour la non décortiquée, il y a des choses type bois, astringent, piquant, qui sont plutôt désagréables. Alors, c'est pas très intense, hein, c'est noté de 1 à 5. Et donc, 1, c'est la note, on commence à le percevoir, mais c'est pas très fort. Mais malgré tout, il y a un côté avantageux à décortiquer pour le goût. Donc, une autre. Il te reste 3 minutes. Très bien. Bon, je vais passer cette étude-là qui était sur le colza. Sur les indésirables, donc sur les huiles biologiques, ce qu'on a, alors il y a des matières qui ne sont pas dangereuses mais qui sont indésirables, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que mauvaise conservation, ça peut amener un trouble. Donc il faut être en dessous de 0,2% d'eau. Donc pour éviter de l'eau, travailler avec du matériel sec. Les impuretés, c'est plutôt la mauvaise filtration. Donc là, il faut plutôt bien filtrer. Les métaux pro-oxydants, donc le fer et le cuivre, on va plutôt les récupérer du fait d'avoir des mauvais choix d'acier et puis aussi d'avoir du laiton dans les systèmes. Et puis pour les phospholipides, c'est plutôt quelque chose qu'on va éviter par la pression à froid. Et enfin, pour les cires, c'est plutôt le décortiquage
ou alors le dessirage qui vont permettre de les régler. Les principaux contaminants à éviter, donc, ce sont les huiles minérales, hein, qui sont souvent dans les lubrifiants, et donc il faut de préférence utiliser des lubrifiants autorisés pour le contact fortuit avec les aliments, mais de préférence, il ne faut pas de fuite à proximité des huiles. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce sont des produits qui viennent de la combustion incomplète des carburants liquides ou solides. Donc typiquement, quand on fait du séchage avec des flammes directes en utilisant soit de la matière organique, soit du fioul. Et les phtalates, moins connus, qu'on trouve dans les PVC souples, notamment dans les tuyaux flexibles. Et donc, quand on fait de l'huile de manière artisanale, il faut absolument proscrire ces tuyaux parce qu'ils sont alimentaires. On peut les utiliser pour l'eau, mais pas du tout pour les huiles. Donc ça, il faut faire attention et pas utiliser ces produits-là. Il y a aussi des sacs plastiques qui peuvent éventuellement en contenir. Bon, sur les pesticides, je passe parce qu'on est en bio. Et sur les autres risques chimiques, donc on peut avoir des risques avec les détergents, donc les produits de nettoyage. Donc il faut les gérer de manière à pas faire en sorte qu'ils rentrent en contact avec les produits. Les produits d'ératisation, donc qui sont aussi de moins en moins puisque les produits homologués ont diminué, donc c'est un peu assez facile. Le dernier point, c'est aussi de l'eau de mauvaise qualité qui peut amener notamment du cuivre si on a des systèmes en laiton dans le système qui peuvent amener du cuivre, enfin, et aussi du plomb. Les risques biologiques, donc l'huile est un milieu anhydre qui n'a pas de risque de développement bactérien, mais qui peut transporter des formes sporulées. Donc il faut s'imposer une bonne hygiène, notamment nettoyer les installations, éviter l'arrivée de poussière quand on charge des bidons, des bonnes pratiques d'hygiène du personnel, d'avoir des contenants vides à l'abri pour pas qu'ils soient contaminés par les poussières, et une prévention notamment des graines au stockage, puisque les oiseaux sont des risques d'apport de salmonelle. Et je vais m'arrêter là. Non, s'il y a un coup, les mycotoxines. Donc, mycotoxines, pas beaucoup de risques sur le tournesol. Aspergillus niger peut apporter de l'aflatoxine. Il faut quand même des températures très élevées. Donc, il faut quand même se méfier des années humides et très chaudes. Alternaria, c'est pour mémoire, parce que pour l'instant, c'est pas suivi, mais ça risque de venir sur le devant de la scène un jour ou l'autre. Et puis, tout ce qui est autres champignons, Fusarium, Penicillium, Aspergillus, sont peu fréquents sur tournesol. Donc, la recommandation générale, c'est éviter les produits. Enfin, il y a un risque de moisissure si le produit sent un petit peu quelque chose. Il ne faut pas l'utiliser. Enfin, il faut plutôt l'utiliser pour une huile qui sera raffinée, c'est plus sûr. Bon, après, il y a des allergènes, mais c'est surtout par contamination croisée, les fruits à coque en particulier dans l'installation. Les éléments traces métalliques, les métaux lourds. Donc, les principaux dans les huiles, c'est plomb et cadmium. Ça vient plutôt de la présence dans les sols, donc on ne peut pas y faire grand-chose. Et la dioxine, pour mémoire, c'est surtout historique, mais ça venait des installations industrielles non conformes avec les incinérateurs de déchets qui relarguaient des dioxines dans l'environnement et qu'on pouvait retrouver dans les graines. Donc, pour conclure, la qualité se fait principalement à la récolte, c'est-à-dire récolter en bonnes conditions, si c'est humide, sécher rapidement et refroidir. Les huiles, avec les huiles vierges, donc si on fait une erreur, c'est pas rattrapable, hein, il faut vraiment faire de la prévention, pas du correctif. Le décortiquage peut être une piste pour améliorer la qualité. Et puis, comme tout produit alimentaire, la production d'huile impose le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité sanitaire. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Patrick. Donc, on a une question j'allais dire, de précision. Est-ce que le dessirage, ça correspond. Alors, je pense que ça se prononce winterisation ou Oui. vinterisation. Pardon. C'est la même chose. Comme je le dis en français, c'est dessirage, mais le principe, c'est de mettre l'huile au froid et de la faire pour faire cristalliser, former des cristaux de cire, et ensuite de les éliminer, généralement par filtration, mais il y a d'autres méthodes. C'est bon. Et on voit bien. Voilà. Donc le tournesol, alors le tournesol, comme tout le monde le sait, c'est un akène, donc c'est pas une graine en fait, c'est un fruit sec indéhiscent, protégé par une coque qui botaniquement est un péricarpe. Et donc on voit que l'amande qui se situe au centre est un produit
qui est particulièrement riche en huile, et qui peut faire jusqu'à 60% de matière grasse assez facilement. Donc l'huile, elle est localisée dans les cotylédons germes, hein, et on va avoir dans ce tissu, on va avoir des noyaux qui sont un peu tarabiscotés, des protéines, et puis des oléosomes qui sont les oléosomes que je vous ai présentés tout à l'heure, donc qui sont répartis dans la cellule plutôt en périphérie. Donc la graine est un organe de reproduction, donc l'huile, elle est très bien protégée, hein, c'est surtout ça que je veux que vous reteniez. Bon, par contre, qui respire lentement, donc il y a une baisse de la teneur en huile dans le temps, mais on peut garder très longtemps l'huile sous cette forme-là. Et la génétique a fait évoluer la graine pour avoir des teneurs en huile de plus en plus importantes, ce qui s'est traduit aussi par une perte d'aptitude au décortiquage. Et donc les graines modernes, les hybrides qu'on utilise actuellement, sont des hybrides qui sont plutôt difficiles à décortiquer. Et puis donc on a fait varier les profils en acides gras, comme vous le savez. Donc le procédé conventionnel par lequel on extrait la plupart des huiles de tournesol, donc c'est pas en bio, ça passe par éventuellement du décortiquage, pas forcément obligatoirement, mais quand on décortique, on va retirer pour 1 tonne de graines 160 kg de coque. Ensuite, les graines vont être conditionnées en température à 60 degrés, elles vont subir un aplatissage. Ensuite, une cuisson à 95, elles vont être extraites mécaniquement par pression. Donc là, on va produire des écailles, environ 620 kg, en non décortiqué, hein, sur 1 tonne de graines, et 305 kg d'huile de première pression. Et puis sur le tourteau gras, on va faire une extraction avec un solvant, avec de l'hexane. Ensuite, le marc sorti de l'extracteur, il va être désolvanté pour faire 550 kg de tourteau et environ 105 kg d'huile. Donc en bio, la plupart du temps, on est plutôt sur de la pression à froid puisqu'on a besoin de faire des huiles vierges, et donc on n'a pas besoin de chauffer. Et donc en termes de rendement, on est sur des tourteaux qui peuvent être entre 12 et 15% de matière grasse, et donc qui produisent presque 600 kg de tourteaux pour un peu moins de 400 kg d'huile. Sinon, sur d'autres installations en double pression, on veut avoir une première pression à froid, donc on va avoir, on va presser plus vite, donc du coup on va avoir un peu plus d'huile, un peu moins d'huile, pardon, issue de la première pression à froid. Et les écailles de première pression, elles vont subir un traitement de cuisson et ensuite une deuxième pression qui va permettre d'avoir environ 4, alors c'est pas de la distillation, c'est de la filtration, mais environ donc 80 kg d'huile supplémentaire qui permettent de réduire la teneur en huile du tourteau et d'avoir des installations qui peuvent tourner avec des capacités plus importantes. Donc les opérations unitaires, c'est d'abord le nettoyage. Les graines doivent être nettoyées avant d'être travaillées pour éliminer la présence des corps étrangers. Le décortiquage. Alors le décortiquage, c'est la plupart du temps fait avec ce type de machine. Donc c'est des machines qui vont frapper la graine avec un rotor horizontal. Donc là, vous voyez une machine avec les. Alors c'est dans une très grosse usine, hein, là c'est pour des très grosses capacités. Donc le rotor et le stator à côté. Donc ça tourne et ça permet, un peu comme un batteur de moissonneuse, de frapper la graine plusieurs fois pour la casser. Il y a aussi des systèmes centrifuges, là un autre système où la graine ne subit qu'un choc. Et ensuite, une fois qu'elle est cassée, elle est triée. Alors d'abord en passant sur une grille pour séparer deux fractions, des fines, des fractions intermédiaires et des grosses. Les grosses sont renvoyées, recyclées en décortiquage. Les fractions intermédiaires, on aspire les coques et le produit va au pressage. Et les fines, elles vont directement, elles aussi, au pressage. Voilà, et donc l'objectif de ça, c'est d'avoir moins de fibres dans le tourteau et plus de protéines, et aussi de limiter la quantité de matière qui passe dans les presses, donc d'avoir un pressage plus facile. Ce qui se fait classiquement, c'est d'enlever de l'ordre de 60 à 70% des coques, on enlève 160 kg de coques par tonne, et on fait passer la teneur en huile du tourteau bien déshuilé de 27 à 35% de matière azotée totale. Les installations importantes peuvent avoir, des installations assez complexes.
Ensuite, le conditionnement, ça se fait dans des cuiseurs généralement verticaux, où là, la graine va pouvoir chauffer jusqu'à 100 degrés, 105 degrés, enfin, ça dépend des installations. L'objectif, ça va être d'améliorer la plasticité de la matière, de réduire la viscosité de l'huile, et ça va avoir pour impact d'améliorer l'efficacité des presses. Là, sur ce petit graphique, je vous ai mis l'effet de la cuisson à différentes températures sur du jatropha, mais c'est un peu pareil pour le tournesol. Alors que plus on va chauffer, plus ça va être facile de bien déshuiler et d'avoir des rendements intéressants. Donc l'extraction mécanique ensuite, bah, vous connaissez tous bon, le système de presse piston, hein, vous écrasez la matière et vous faites sortir de l'huile. Les presses en continu, c'est un peu la même chose, mais en continu, c'est-à-dire qu'on va on va comprimer la matière dans un entonnoir, ce qui va permettre de donc réduire le volume du solide et faire sortir le liquide à travers une cage perforée. Donc sur des petites presses de table, on a des systèmes où la vis est uniforme. En fait, la compression ne se fait qu'à l'extrémité de la vis. Par contre, les vis, les presses industrielles ont plutôt cette conformation où on a une succession de segments de vis séparés par des backcones et la compression se fait en réduisant le volume engendré par la rotation de la vis et contre ces restrictions qui viennent générer de la pression. Donc autour de la vis, on va avoir une cage constituée de barreaux. Donc là, je vous ai représenté les barreaux qui sont séparés par des petites cales d'épaisseur qui permettent de maintenir un très faible espace entre les barreaux, mais qui laissent sortir l'huile. Et puis là, vous voyez la cage vue de l'extérieur, donc avec les frettes, qui sont des grosses structures qui maintiennent les barreaux, qui permettent de résister à la pression. Donc de la presse, on va récupérer l'huile. L'huile est filtrée, donc généralement, alors là, le filtre qui est sur la gauche, c'est un petit filtre artisanal qui permet de travailler des petits volumes. Mais industriellement, c'est plutôt des filtres comme celui-ci, des filtres à cadre automatiques qui permettent de gérer des gros volumes sur des surfaces de filtration beaucoup plus importantes et dont le débâtissage, une fois que le filtre est plein de sédiments, se fait de manière automatique. Ensuite, il y a une étape qui peut se faire, qui est intéressante, c'est l'inertage de l'huile, qui consiste à éliminer l'oxygène qui est présent dans l'huile. Donc une huile pressée à froid naturellement, elle va avoir de l'ordre de 33 mg par litre d'oxygène à 15 degrés. L'idéal, ce serait de descendre en dessous de 20 mg par litre. Donc pour ce faire, Air Liquide, par exemple, sur l'olive, préconise d'utiliser un système de désaération donc, qui consiste à injecter de l'azote dans l'huile et ensuite de la stocker sous un ciel d'azote et puis ensuite de la transférer sous azote et de la mettre en bouteille aussi en présence d'azote. Voilà, donc ça c'est pour le procédé classique de pressage. Ensuite, quand on est sur des installations où il y a de l'extraction solvant, on a des installations beaucoup plus complexes. On a d'abord un extracteur dans lequel on extrait le solvant, on extrait l'huile avec le solvant. Le marc qui en sort est traité dans un désolvanteur, donc on va chauffer pour faire évaporer le solvant, et donc le tourteau va sortir sans solvant, mais le solvant va être lavé dans un laveur de poussière. Puis ensuite, on va récupérer la chaleur latente de vaporisation pour évaporer le mycélat, donc qui sort la fraction liquide qui contient de l'huile et du solvant, qui va être évaporé dans l'échangeur qui est ici, de manière à récupérer des condensats de solvant qui vont pouvoir être recyclés vers l'extracteur. Et puis donc l'huile qui sort, enfin l'huile pas complètement terminée qui contient encore du solvant va ensuite être traitée dans une colonne de finition où on va poursuivre sous vide l'élimination du solvant. Donc on va récupérer des vapeurs et donc ensuite des condensats qui vont retourner à l'extraction. Et puis enfin une étape de séchage où l'huile est exposée sous un vide encore un peu plus poussé pour éliminer aussi les dernières traces de solvant et d'eau avant de pouvoir être envoyé au stockage. Donc, ce sont des installations industrielles complexes qui utilisent des solvants explosifs, donc qui sont plutôt rares, il n'y en a pas beaucoup en France. Le fonctionnement des extracteurs, là vous avez un extracteur typique. Patrick, on a plus de temps. C'est pas grave, j'avais quasiment terminé. L'extracteur est donc le désolvanteur qui permet ensuite d'enlever l'hexane du solvant. Voilà, j'ai terminé.
Alors, j'ai une petite question rapide, malheureusement. Au niveau de différents éléments, donc là, quand on a vu tout à l'heure tout ce qui était pression à froid ou double pression, est-ce que, j'allais dire, ça peut avoir un impact sur la qualité de l'huile au final et j'allais dire, dans la qualité de la graine qu'on a au départ, est-ce qu'on va rechercher certaines caractéristiques par rapport à d'autres sur ces deux modes j'allais dire, de trituration, sachant que dans l'une, il y a de la cuisson et pas l'autre. Alors, les huiles vierges sont toutes obtenues par pression à froid, puisque, comme je vous le disais, quand on cuit, on va générer beaucoup de composés qui apportent du goût. Et ça va vraiment être assez fort, et du coup, on va préférer, le consommateur va préférer les huiles de pression à froid qui sont beaucoup plus douces en termes de qualité organoleptique. Ce qui fait qu'on va plutôt faire de la double pression quand on veut aller un petit peu plus loin dans la récupération de l'huile, pour ensuite faire du raffinage sur l'huile de deuxième pression, ou les deux. Mais voilà, ça ne concerne pas les huiles vierges, hein. Donc, évidemment, tout le monde ne consomme pas de l'huile vierge, hein. Il y a aussi un marché pour l'huile de, de raffinée, et notamment pour la friture. En général, on ne va pas utiliser de l'huile vierge, on va plutôt utiliser de l'huile raffinée. Donc à ce moment-là, on peut faire de la double pression, utiliser de la cuisson. À ce moment-là, on va pouvoir, on va être obligé de raffiner, mais on va avoir beaucoup plus de phospholipides, on va avoir beaucoup plus de cire, on va avoir beaucoup plus de micronutriments. C'est une huile qui est vraiment très différente en termes de composition. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va passer rapidement en fait à la dernière intervention qui va parler de tout ce qui est déterminisme de la teneur en huile et les facteurs qui vont jouer dessus. Donc, au niveau de cette fameuse teneur en huile, donc comment elle se construit en fait au cours du cycle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la teneur en huile, elle se fabrique en tout cas au niveau de la graine par ce qu'on appelle la lipogénèse, terme un peu barbare, mais qui s'initialise en fait très tardivement dans le cycle, c'est-à-dire 10 à 15 jours après le début de la floraison. L'accumulation de l'huile dans la graine, ça dépend de ce qu'on appelle l'assimilation carbonée post-floraison. En gros, ça va dépendre en fait de l'activité photosynthétique que va réussir à maintenir la plante après sa phase de floraison. Donc, en gros, le maintien de sa surface verte. Tout phénomène qui va diminuer la surface foliaire, soit, j'allais dire, en surface foliaire, ou alors dans la durée, c'est-à-dire qui va limiter justement cette durée de surface foliaire en post-floraison, va impacter négativement la teneur en huile. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer en fait cette lipogénèse? Eh ben, en premier lieu, il y a le choix variétal. C'est le premier facteur déterminant qui va conditionner la teneur en huile en fait d'un tournesol, sachant que la teneur en huile, c'est un critère qui est travaillé depuis très très longtemps, hein, depuis les années 60, et ça a été travaillé notamment par les sélectionneurs au niveau de l'Europe de l'Est et notamment en Russie. Et quand on dit travailler, en fait, ça veut dire qu'il y a eu il y a une sélection en fait qui s'est faite sur tout ce qui est taille des graines, proportion relative de l'huile dans l'amande et proportion aussi de l'amande dans la graine. Il y a eu en fait un gros travail de sélection jusque dans les années 90 pour avoir des graines notamment qui soient plus grosses, et ça va jouer finalement pas sur la teneur en huile, mais sur la quantité d'huile qu'on va pouvoir avoir au final. Et ensuite, il y a eu un autre travail de sélection que vous connaissez, donc sur la composition de la graine entre acide oléique versus acide linoléique, donc avec aujourd'hui des variétés qui sont typées acide oléique, donc qui ont des teneurs en acide oléique variables, mais qui peuvent aller jusqu'à 90%. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait eu aussi un travail de fait sur d'autres acides gras, hein, palmitique, stéarique notamment, qui a aussi été fait, même si ça n'a pas abouti à des. En tout cas, pour tout ce qui est palmitique et le troisième qui est caché, désolé par mon petit bout de, de Teams, ça n'a pas abouti à des variétés, j'allais dire, commercialisées aujourd'hui. Alors, les facteurs qui vont influencer la teneur en huile, en dehors, on va dire, du critère variétal, alors il y a plusieurs choses qui ont trait en fait aux facteurs, ce qu'on appelle environnementaux. Donc, il y a la température et le rayonnement. Il y a aussi l'alimentation azotée et la disponibilité en eau. Température, alimentation, azotée et disponibilité en eau, ce sont vraiment les trois critères qui vont jouer, on va dire, sous nos conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la température, en fait, le tournesol, c'est quand même une espèce qui aime bien la chaleur. Donc, on a une augmentation de la teneur en huile qui se fait avec la température pour des températures qui vont être comprises entre 10 et 21 degrés. Par contre, au-delà de 21 degrés, attention, on a souvent une
assez souvent une baisse observée de la teneur en huile, même si l'effet de la température sur la teneur en huile reste un petit peu controversé. Ce qui n'est pas controversé en revanche, c'est l'effet de la température sur la composition en acide gras. Plus la température augmente et plus la teneur en acide oléique augmente au détriment de l'acide linoléique. C'est comme ça, c'est un jeu d'accumulation qui se fait au niveau de la graine. C'est un effet qu'on voit encore plus sur les variétés qu'on va appeler classiques par rapport aux variétés oléiques. Et en fait, on a un effet de la température moyenne, mais on a aussi un effet des extrêmes au niveau de la journée et des variations jour-nuit. Donc, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que, par exemple, pour des dates de semis, ce qu'on appelle tardives, donc qui sont assez courantes en bio pour le tournesol, c'est que l'on va se retrouver en fait sur des périodes post-floraison, il va y avoir plus de risques de température élevée, donc potentiellement un effet négatif sur la teneur en huile, mais pourquoi pas un effet positif sur la teneur en acide oléique. Donc ça, c'était juste pour vous montrer cet effet de la température sur la composition. Sur la composition en acide oléique. Donc, vous voyez, c'était une expérience qui avait été menée sur 2 cultivars, donc un classique et un oléique. Et on voit que quand on est en condition de température basse, en fait, on a des teneurs en acide oléique qui sont beaucoup plus faibles que quand on est en température haute. C'était juste pour vous illustrer ce, ce facteur-là. Alors, la disponibilité en eau, en fait, elle va être notamment très, très importante à partir du début floraison, puisque c'est le moment, en fait, où va se faire le remplissage des graines. Et donc, après la lipogénèse, j'allais dire à la fin du remplissage. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est au niveau, quand on a un stress hydrique qui arrive en fait en début floraison, ça veut dire que derrière, on va avoir en fait tout ce qui est avortement de graines. Donc là, on ne va pas forcément toucher la teneur en huile en elle-même, mais on va toucher, j'allais dire, la quantité d'huile produite dans la plante sur l'ensemble des graines. Qu'est-ce qui se passe quand on a un stress hydrique durant le remplissage? Tout simplement, vous avez ce phénomène là que l'on voit bien sur la photo. Vous avez une plante qui commence à être pas bien du tout, à avoir des feuilles qui deviennent jaunes, voire à perdre ses feuilles. Là, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'activité photosynthétique, donc on réduit l'assimilation des nutriments, et notamment des nutriments carbonés et de l'eau. Et donc là, on impacte négativement la teneur en huile. Plus le stress arrive tôt, plus les effets sont importants. Donc là, c'est la relation entre la teneur en huile dans les graines et puis c'est ce que je vous disais, la durée de vie des feuilles, donc c'est-à-dire en fait le maintien d'activité photosynthétique. Plus celle-ci est importante, et bien plus on va avoir une teneur en huile élevée dans les graines. On a aussi ce qu'on voit aussi, c'est que l'impact d'un stress brutal, un stress hydrique qui arrive très très fort, très vite, sera plus important qu'un stress progressif parce qu'on a la chance avec le tournesol, c'est une espèce qui a des propriétés d'adaptation au niveau des stress hydriques qui sont très importants. Et donc, si le stress arrive progressivement, elle va réussir à les mettre en place. Bien sûr, si ça lui tombe dessus, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et là encore, on a la problématique des semis tardifs qui peut revenir, j'allais dire, sur le devant de la scène. Semi-tardif, c'est un risque de forte température. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a aussi un risque d'avoir une beaucoup plus faible disponibilité en eau sur la période floraison, post-floraison. Et donc derrière, peut-être un impact sur la teneur en huile qui peut être important négativement. Et au niveau de l'alimentation azotée, donc là, ce qu'il faut voir, c'est que au niveau de l'alimentation azotée, on va avoir des effets différents en fonction du moment où on va apporter l'azote. Si c'est un apport précoce, on va favoriser la croissance végétative. Si c'est un apport tardif, ça va avoir en fait un effet de maintien de la surface d'azote plus longtemps et ça peut favoriser donc justement cette lipidogénèse ou lipogénèse et donc avoir un effet sur la teneur en huile positif. Mais ce qu'on a pu montrer vraiment, c'est que l'effet prédominant en fait au niveau de l'alimentation azotée, ça reste la quantité d'azote disponible. Et plus on a d'azote, moins on a d'huile. C'est ce que nous montre ce graphique. Donc ça, c'est des données issues d'essais qui ont été emmenés en conventionnel avec des doses croissantes d'azote minéral apportées. Mais à chaque fois, on retrouve la même chose et on voit la même chose en colza, c'est-à-dire que plus on va avoir en fait d'azote apporté en plus, entre guillemets, par rapport à la dose optimale, plus on va avoir une teneur en protéines qui augmente et une teneur en huile qui baisse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a un antagonisme sur ces espèces-là entre l'accumulation de protéines et l'accumulation d'huile. Donc, à ce niveau-là, on va dire l'alimentation azotée ne favorise pas une bonne teneur en huile, notamment lorsqu'on a des quantités d'azote apportées qui sont plus importantes que les besoins. Ça reste quand même à préciser. Puisqu'au contraire, quand on est sur des doses d'azote, sur des tournesols qui ont plutôt faim en azote, dans ces cas-là, on aura l'effet inverse, une baisse de teneur en protéines et une augmentation de la teneur en huile.
Donc, pour conclure très rapidement, tout ce qui est teneur en huile, composition oléique et linoléique, donc composition d'acides gras, c'est d'abord le facteur variétal qui prime. Donc, c'est ce qui doit rester, j'allais dire, quand même le plus important dans les éléments de conduite. Le potentiel génétique, par contre, il est modulé en fonction du milieu, c'est-à-dire qu'une variété classique, elle aura toujours moins d'acide oléique qu'une variété oléique. Par contre, les teneurs peuvent varier en fonction du site, conditions et conduite culturelle. Ne pas oublier non plus que les conditions qui peuvent favoriser la teneur en huile peuvent aussi agir sur le rendement de manière antagoniste. Donc là, j'ai focalisé, j'allais dire, cette petite intervention sur la teneur en huile, mais voilà, à raisonner en fonction aussi de l'ensemble des composantes j'allais dire, de la rentabilité du tournesol. Déjà, un grand merci à tous les intervenants. Merci beaucoup à Patrick qui a quand même tenu la majorité de cette session. C'était un petit marathon. Donc, merci beaucoup à vous.